s'adressa soudain à une présence invisible, avec ce ton piquant qui faisait son charme. Je dis ménage comme si c'était un grand événement, mais franchement, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse un peu pour garder mes forces. Prenne ça, Germaine, tu es bien sale aujourd'hui. Elle rit de sa propre boutade. Elle se rappela soudain qu'elle avait oublié d'ouvrir la cave pour le vieil homme. C'était une routine, une mécanique huilée par les années. Tais-toi donc, toi-même, Maugréa elle en est s'adressant à sa propre conscience. J'y ai élevé 6 enfants toute seule, et aucun d'entre eux, même pas les plus rebelles, ne aime à donner autant de troubles que ce petit bout de femme que je suis devenue. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, le ménage. Elle se souvint de la visite de M. Curie Saint-Pierre et l'autre jour. Un homme avec un regard qui pesait le prix de chaque meuble. Il avait regardé autour de lui, admirant la propreté clinique de la demeure. Il lui avait dit avec un sourire mielleux que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient ensemble une bien belle maison. Germaine avait remercié avec politesse, mais intérieurement, elle jubilait. Elle pensait qu'il aurait dû voir le bordel quand c'était le bon Dieu qui s'en occupait tout seul. Parce que selon elle, le Créateur était peut-être bon pour les galaxies, mais pour ce qui est de frotter le plancher, il laissait tout le travail aux femmes. La vie de Germaine n'était pas compliquée à résumer, elle avait passé son existence à nettoyer derrière les autres. À l'âge de 18 ans, elle avait épousé Roger Lebrun. Un mariage dicté par une maladie très commune à l'époque, une pathologie nommée grossesse. Roger, c'était le père de ses enfants, mais c'était aussi celui qui lui avait laissé cet héritage de travail incessant. Le lendemain des noces, paf, elle était déjà en train de frotter. La porte des entrées s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air frais et sa fille, Carole. « Allô, maman, dit Carole en posant son sac. « Allô, ma belle, répondit Germaine sans cesser son activité. « Dis-moi, grand-papa a l'air tout calme aujourd'hui. » Je ne sais pas pourquoi, mais c'est suspect. Carole semblait distraite, vérifiant son apparence dans le miroir de l'entrée. Germaine, avec son radar de mer toujours en alerte, sentit que quelque chose se tramait. « Et, grosse date ce soir pour toi, n'est-ce pas ?» lança la mère avec un clin d'œil malicieux. « Ce n'est pas une date, maman, rétorqua Carole. C'est juste un petit verre tranquille. » Un petit verre tranquille, répéta Germaine en imitant une voix masculine grave. C'est ce que tous les hommes disent pour commencer. Ils pensent que la vodka est un lubrifiant magique pour faire tomber les petites culottes plus vite que la foudre sur un paratonnerre. Carole leva les yeux au ciel, habituée aux métaphores colorées de sa génitrice. « Tu peux bien rire, maman, mais tu n'as pas besoin de me faire un dessin. » Une seconde, poursuivit Germaine, tu es en train de siroter un cocktail pina colada avec un petit parasol rose, et la seconde d'après, tu as les 2 pieds jetés dans les étriers à l'hôpital, et il y a un docteur qui te crie de pousser comme si ta vie en dépendait. J'y ai compris le message, maman, soupira Carole. On ne peut rien te cacher. Germaine la regarda partir avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Oh boy, tout ça pour ça, murmura-t-elle. Elle lui proposa un café, mais la jeune femme était déjà en retard. Tu as déjà peur qu'il arrive en retard, mais tu verras, il viendra bien trop vite, plaisanta encore Germaine avant que la porte ne se referme. Restée seule, elle se tourna vers le portrait de son défunt mari. Elle n'était pas seulement une ménagère, non. Elle tenait aussi un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes avec une poigne de fer. Cela faisait d'elle une femme d'affaires, une commerçante respectée. Mais elle détestait les clients qui venaient tâtonner la marchandise sans aucune intention d'y acheter. Et l'autre jour, une femme s'acharnait sur une banane. Germaine s'était approchée et lui avait dit avec le plus grand sérieux que c'était une banane, pas un membre viril, et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse à force de la frotter. La cliente était partie rouge comme une tomate, ce qui avait bien fait rire Germaine. Soudain, Bruno, son fils adoré, entra dans la pièce. Il avait l'air d'un ours mal léché, ou de Winnie et l'ourson après une mauvaise nuit dans la forêt enchantée. « Allô, mon trésor, dit-elle avec tendresse. « Salut, maman, répondit-il d'une voix morne. « Qu'est-ce qu'il y a cette semaine au magasin? »
Des promotions sur les burgers, demanda-t-elle pour détendre l'atmosphère. Elle commença à faire des bruits de tambour sur le comptoir pour le faire rire, mais Bruno restait sombre. « Pourquoi es-tu si triste, mon Grand? Est-ce que Winnie a besoin de sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police, j'y espère. » « Non, maman, c'est Geneviève, finit-il par lâcher. »« Ah, la belle Geneviève, ironisa Germaine. Elle a cassé avec toi, elle n'est-ce pas? Cette fille a toujours eu le don de nous causer des soucis. »« Maman, elle n'est pas une mauvaise personne, défendit Bruno. »« Qu'est-ce que tu as fait encore? Demande Germaine, persuadée que son fils n'était pas totalement innocent. »« Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... » commença Bruno avant de se raviser. « Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. »« Je comprends tout à fait, répondit Germaine avec douceur, avant d'enchaîner immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? »« Maman, j'y ai dit que je ne voulais pas en parler, insista le fils. Elle lui offrit un biscuit, un de ces fameux biscuits aux pâtes douces, mais il refusa. Son break était fini, il devait retourner travailler. Germaine le regarda et s'éloignait, le cœur serré. Elle savait que ses enfants étaient sa plus grande réussite, même si la vie ne leur faisait pas de cadeaux. Plus tard dans la soirée, Carole revint, incapable de trouver le sommeil. Elle étudiait pour ses cours de psychologie tout en travaillant comme serveuse. Germaine était impressionnée par sa persévérance. C'était sa fille unique, et elle pensait sincèrement que l'homme qui réussirait à lui mettre le grappin dessus serait le plus chanceux de la terre. Mais pour l'instant, le problème immédiat, c'était Bruno et Geneviève. Carole suggéra de ne pas s'en mêler, de les laisser gérer leurs affaires tout seuls. Mais Germaine n'était pas faite de ce bois-là. Une mère Lebrun, ça s'implique, ça dirige, ça aide, même quand on ne lui demande rien. C'est alors que Grand-Papa se plaignit à nouveau. Il disait ne pas se sentir bien. À 92 ans, c'est normal de ne pas péter le feu, pensait Germaine. Mais Carole s'inquiétait pour de vrai. Elle suggéra d'appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, s'exclama Germaine. Celui qui demande 100 piastres sous la table pour une simple consultation. Il revient cher, le grand-père. Heureusement qu'il est assuré pour ses funérailles, au moins on ne perdra pas des argents sur le long terme. Maman, comment peux-tu dire ça? S'indigna Carole. Bon, d'accord, je vais l'appeler, céda Germaine. Tout cela, c'est à cause de sa perruche qui est morte ce matin. Il est triste, le pauvre vieux. Mais bon, avec sa perruche au ciel, il se sent peut-être déjà un pied dans la tombe. Et l'attente du médecin commença dans une atmosphère pesante, ponctuée par les gémissements théâtraux de Grand-Papa et les réflexions philosophiques de Germaine sur la vie, la mort et le prix excessif des soins de santé. Chapitre 2. Le docteur Lépine arriva avec une mallette qui semblait avoir survécu à 2 guerres mondiales et un parfum des éthers qui envahit instantanément la cuisine. C'était un homme dont le sérieux n'avait d'égal que sa cupidité. Il regarda Grand-Papa avec un mélange de détachement professionnel et de calcul mental. « Madame Lebrun, je suis ici pour examiner votre beau-père, annonça-t-il d'un ton monocorde. »« Prenez votre temps avec lui, docteur, répondit Germaine en croisant les bras. Il n'est pas pressé. C'est juste une question de temps avant qu'il ne rejoigne sa perruche, n'est-ce pas, Grand-Papa? Dis-moi, es-tu enfin prêt à mourir? » Grand-Papa, avec cette lucidité intermittente qui caractérisait ses 92 ans, répondit simplement « Oui, ça va être fait vendredi. » Germaine haussa les sourcils. « Vendredi. » Une mort planifiée, c'était bien le genre de la famille. Le docteur, imperturbable, commença son inspection. Il décréta rapidement qu'il faudrait des tests plus approfondis. Des tests, s'inquiéta Germaine. Et j'imagine que cela va encore nous coûter les yeux de la tête. Le docteur opina du chef avec une gravité suspecte. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine, précisa-t-il. Grand-Papa, un peu dur des oreilles, demanda ce que le médecin racontait. Germaine, jamais en manque de délicatesse, lui cria « Il veut tes bobettes, Grand-Papa. »
Monsieur Lebrun, reprit le docteur, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre dans la bouche. Germaine ne put s'empêcher d'y ajouter son grain de sel. Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous docteur. Le docteur Lépine ignora la remarque et annonça qu'il allait devoir prendre la température rectale. Germaine, toujours prête à rendre service, s'approcha. Attention, Grand-papa, le docteur te prépare une petite surprise. Alors que la procédure se déroulait dans un chaos de protestations étouffées, Carole et Bruno choisirent ce moment précis pour faire irruption dans la pièce en criant « Bonne fête Grand-papa ». Et l'effet de surprise fut total. Grand-papa faillit tomber de sa chaise et le docteur Lépine manqua de perdre son sang-froid. Après ce tumulte, Germaine proposa un café au docteur. Mais comme Hélène n'en avait pas de frais sous la main, elle lui suggéra d'y aller se servir dans la bouteille de la cuisine. Le docteur, visiblement pressé de quitter cette maison de fous, s'éclipsa vers la cuisine pendant que Germaine observait son beau-père. « Tu devrais te voir dès ici, Grand-papa. Avec ton visage rouge, tu as l'air d'une grosse pomme au caramel, s'esclaffa elle. Mais le calme fut de courte durée. Le docteur revint avec un air paniqué. « Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? » Apparemment, un objet non identifié avait disparu dans les profondeurs anatomiques de Grand-papa suite à la manœuvre médicale. « Disparu » s'exclama Germaine. « Je n'en achèterai pas un autre, je vous le dis tout de suite. » Le docteur était livide. Il faut l'emmener en urgence à l'hôpital aujourd'hui même pour explorer la cavité. Germaine, toujours pragmatique, murmura que c'était comme chercher des gaz de schiste dans un puits abandonné. Au revoir docteur, merci pour tout, et à bientôt j'y espère. Enfin, pas trop bientôt pour mon portefeuille. Une fois le médecin parti, elle se tourna vers Carole. Grand-papa s'en va à l'hôpital, et avec un peu de chance, il y restera un petit moment. Carole, de son côté, cherchait désespérément ses livres de psychologie. Elle soupçonna bas sa mère de les avoir fait disparaître pour éviter qu'elle ne devienne trop intelligente pour ses propres affaires. Germaine nia tout en bloc, prétendant que si Carole laissait traîner ses affaires sur le fauteuil de Grand-papa, elle finirait forcément par être aspirée par le chaos de la maison. « Maman, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, insista Carole. « Mêle-toi donc de tes oignons, ma belle, répondit Germaine. « Mais je veux m'impliquer, maman. Je veux être une leader, comme ce type en Syrie, comment s'appelle-t-il déjà, Boubdali Bedagbad. Je veux aider. » Germaine soupira. « Promets-moi de ne pas intervenir, Carole. » « Je ne plaisante pas. » Pourtant, quelques minutes plus tard, Germaine se retrouvait face à Geneviève, une assiette de biscuits à la main. « Geneviève, pourquoi tortures-tu mon garçon » demanda-t-elle sans préambule. « Il est clair qu'il a fait quelque chose qui t'a blessé, mais tu devrais t'y excuser. »« M'excuser, moi » s'indigna Geneviève. « Madame Lebrun, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, et surtout désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. » Germaine resta un instant sans voix. « J'y espérais quelque chose d'un petit peu plus court, finit-elle par dire. » Bruno arriva juste à temps pour voir Geneviève partir en trombe. « Qu'est-ce qui vient de se passer » demanda le fils, déboussolé. Germaine essaya de minimiser l'incident, prétendant qu'elle voulait juste offrir un biscuit. Mais Bruno était furieux. Il expliqua que c'était lui qui ne voulait plus vivre avec Geneviève parce qu'elle voulait qu'ils emménagent ensemble. « Tu veux quitter la maison » s'écria Germaine. « Mais tu es bien trop jeune. »« Maman, j'y ai 33 ans, rétorqua Bruno. « C'est exactement ce que je dis, conclut Germaine avec cette logique implacable qui n'appartient qu'aux mères. Chapitre 3. Le salon de Madame Lebrun était devenu le théâtre d'un étrange conciliabule. Carole, sa fille, tentait désespérément de récupérer ses livres de psychologie. Elle les avait laissés sur le vieux fauteuil en velours, celui-là même où Grand-papa passait ses journées à ronfler ou à contempler le vide. « As-tu vu mes livres de psychologie, maman » demanda Carole en fouillant entre les coussins. « Je les avais laissés ici hier soir. »
Germaine, qui passait l'aspirateur avec une vigueur de général en pleine offensive, haussa les épaules sans arrêter son vacarme. Non, non, je n'ai rien vu. Mais si tu les as laissés traîner là où elle ancêtre et s'assoit, ils ont probablement été engloutis par le trou noir du mobilier. Carole soupira. Elle savait que sa mère n'aimait pas beaucoup ses études. Pour Germaine, la psychologie était une invention moderne pour compliquer les choses simples de la vie. « Maman, je veux vraiment faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, reprit Carole dès que le bruit de l'aspirateur cessa. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en mêler, mais je sens que je dois intervenir. Je veux être une leader, une vraie. Germaine la regarda d'un air dubitatif. Une leader. Comme ce bonhomme en Syrie, là, Boubdali Bedagbad. Promets-moi de ne pas mettre ton nez là-dedans, Carole. Tu ne sais pas dans quel nid de guêpe tu mets les pieds. Pourtant, la tentation était trop forte pour Germaine elle-même. Quelques instants plus tard, elle se retrouvait nez à nez avec Geneviève, lui tendant une assiette de biscuits. « Tiens, prends un petit biscuit, Geneviève. Je gruge toujours les bords pour pouvoir les tremper plus facilement dans le café, confia Germaine avec un sourire de conspirateur.